Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac. Aujourd'hui, je reçois pour vous un doyen de l'UDPS, un pionnier. Il est parmi les cofondateurs de l'UDPS, un ancien combattant. Comprenez qu'aujourd'hui, nous allons parler de 40 ans d'existence de l'UDPS, un parti au pouvoir. Monsieur Corneille Moulumba, bonjour, bienvenue dans Tac au Tac magazine. Comment allez-vous? Mais je me porte plus normal, Nicole. Le pays ne se porte pas bien et notre parti, malgré les 40 ans, ne se porte pas bien. On ne se porte pas bien du tout. Mais je vois que vous êtes en forme quand même, hein? Bien habillé, un joli borsalino là. Nous faisons de la résistance. Vous êt là, ça c'est le style de Katumbi, hein? Et j'espère que vous n'êtes pas devenu Katumbiste. Nous faisons de la résistance. De la résistance? Oui, parce que on a mené un long combat, un très long combat. Même si le pouvoir en place aujourd'hui ne tient pas compte de notre combat, mais nous sommes là, nous avons défendu une cause pendant de nombreuses années et nous continuons à défendre la même cause parce que les conditions de vie du peuple congolais n'ont pas changé. Eh bien, l'UDPS a totalisé 40 ans d'existence, 37 ans dans l'opposition, 3 au pouvoir. Alors dites-moi, comment trouvez-vous la commémoration de son 40e anniversaire? Mais madame, 40 ans, ce n'est pas peu. 1982. 40 ans du parti. Et pour nous, les pionniers, là, c'est 42 ans. Parce que nous avons commencé en 80 avec la lettre ouverte des 13 parlementaires. Ça fait 42 ans. Imaginez une personne qui a 42 ans, c'est quel âge aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui? N'est-ce pas? Donc c'est un monsieur, une maman qui a des enfants, qui a sa famille, qui travaille, des enfants qui ont grandi, et ainsi de suite. C'est ça, après la durée de notre travail, c'est toute une vie. Maintenant, au bout de 42 ans, nous constatons qu'effectivement, malgré que l'un des nôtres est président de la République, nous constatons qu'en fait, la réalité est que l'UDPS n'est pas au pouvoir. On parle du parti au pouvoir, mais l'UDPS n'est pas au pouvoir. Pour quelle raison j'ai dit ça? Parce qu'un parti politique, madame, c'est une vision, c'est une idéologie, c'est un programme de gouvernement. Et nous ne nous reconnaissons pas à ce qui est en train de se faire. Monsieur Félix Tshisekedi est devenu président de la République, il a fait appel à des personnes que lui, il estimait nécessaires, à gauche, à droite, dans la diaspora et ailleurs. Mais vous ne voyez pas dans les institutions des personnes qui ont combattu des années durant pour l'UDPS. Quelque part, la philosophie, l'idéologie de l'UDPS ne se reflète pas. C'est comme ça que vous entendez des scandales à gauche, à droite. Parce que nous, pour que l'UDPS existe pendant toutes ces années, c'est qu'on a dû se sacrifier, refuser la corruption, refuser les intimidations, refuser les pressions, refuser les offres d'argent. C'est pour ça que l'UDPS a tenu. Parce que si nous avions accepté, il n'y aurait plus eu de l'UDPS, n'est-ce pas? Donc, quelque part, nous n'endossons pas ce qui est en train de se passer parce que ça ne reflète pas notre combat du tout. C'est une fuite de responsabilité, comment mais non. Vous n'endossez pas, puisque c'est votre parti qui est au pouvoir. Notre parti n'est pas au pouvoir, madame. Notre parti n'est pas au pouvoir. Parce que M. Corneille Moulumba ne se retrouve pas? Non. Et vous dites que vous n'allez pas endosser? Non, non. Mais donc vous êtes jaloux de l'entourage de Félix Tshisekedi? C'est une façon de voir les choses. Oui, parce qu'il y a certains des combattants, des militants de l'UDPS qui disent que non, ils sont abandonnés. Il y a même une vidéo là qui circule sur les réseaux sociaux. Il y a un militant de l'UDPS qui est très en colère, qui exprime son mécontentement par rapport à tout ce qui se passe à l'UDPS, que non, le président Félix Tshisekedi les a abandonnés. Qu'ils soient abandonnés, c'est clair que ça sont abandonnés. Parce que nous, dans notre conception, notre perception de la situation, nous étions mis d'accord pour que si l'UDPS accède au pouvoir, tous ceux qui vont travailler, qui vont avoir des fonctions pour le compte de l'UDPS, vont céder au parti 20% de leur salaire, de rémunération. Sur les 20%, 10% devaient être destinés au fonctionnement du parti et 10% à une caisse de solidarité. Cette caisse de solidarité allait permettre de créer des ONG, de financer des ONG, de financer des pharmacies, de financer des choses pour que les membres du parti, notre base, nos combattants se retrouvent quelque part. Donc, si aujourd'hui on prenait, on allait sur le plateau de Batiké ou ailleurs,
prendre 1000 hectares pour l'agriculture, à donner des tracteurs, donner des ceci et cela. Les militants allaient se retrouver, et pour l'élevage, ils allaient se retrouver, et avoir des maisons de jeunes dans les quartiers pour que les militants se retrouvent, où ils allaient donner des cours ou des choses comme ça. Avoir des pharmacies où nos combattants pouvaient aller, avec le carte de membres, acheter des médicaments à un prix réduit parce que ça appartient au parti. Aller se faire soigner dans des centres médicaux appartenant au parti. Vous voyez un peu, ils allaient d'une manière ou d'une autre se retrouver. Mais ce n'est pas le cas. Quand je dis que l'UDPS n'est pas au pouvoir, c'est que ceux qui sont là sont venus pour s'enrichir. Ils se font de l'argent. Ils n'ont rien à voir avec l'idéologie que nous avons mené, donc le combat que nous avons mené. La preuve est que nous sommes tous, ne veulent même pas qu'on approche. C'est directement le président de la République. Mais c'est pas un combattant. Il est président de la République. Pas seulement président de la République. Il est le fils de l'un de ceux avec qui nous avons commencé ce combat, Étienne Tshisekedi. Bien sûr, quand nous avons commencé le combat avec Étienne Tshisekedi, il était très jeune, il avait dans 16 ans ou 17 ans, il était mineur encore à l'époque. Mais néanmoins... Donc il n'a pas combattu auprès de son père? Mais quand vous avez vos enfants, vous avez vos enfants. C'est pas pour ça que tous vos enfants sont combattants nécessairement, n'est-ce pas? Donc, je veux dire seulement que il a baigné dans ce milieu, n'est-ce pas? Il a baigné dans ce milieu. Parce que quand son père s'est réuni avec les gens, il ne participait pas, mais il les voyait se réunir, n'est-ce pas? Nous avons organisé des marches, il y a plein de gens ici qui ont reçu des bombes lacrymogènes, qui ont souffert ici et dans la diaspora même. Donc, ces gens-là, ils sont où? On ne les voit pas. Ce que vous voyez, c'est des gens qui viennent pour s'enrichir et repartir de là où ils viennent. Peut-être parce qu'ils ont des obligations, des maisons à crédit, des choses comme ça. Donc, notre combat, c'est pour changer les conditions de vie des Congolais. Depuis l'UDPS est né de la lettre ouverte des 13 parlementaires. La lettre ouverte des 13 parlementaires relève les conditions de vie des Congolais, relève le problème de gouvernance, relève tout ça. Et c'est pour y pallier du fait que dans le régime impair, cela n'était pas possible, que nous avons créé l'UDPS. Alors maintenant, vous ne pouvez pas créer l'UDPS et revenir avec les mêmes pratiques que... Puisque vous parlez de la création de l'UDPS, parlez-nous un peu de la petite histoire, brièvement, rapidement, depuis sa création jusqu'à ce jour. Mais l'affaire peut se résumer à ceci. Dans les années 77, le président Mobutu organise des élections. Elles sont plus ou moins libres dans le sens que, bien que c'est déroulant dans le cadre du MPR, mais les députés se concurrencent, n'est-ce pas? Et parmi eux, il y a des députés qui sont élus. Au Parlement, un groupe de ces députés font un travail de dénoncer ce qui est en train de se passer sur le plan social dans le pays. Dénoncent la gouvernance, relèvent les conditions de vie des Congolais, relèvent la manière dont la démocratie et tout le reste est bafoué. Alors, ils mettent cela par écrit dans une lettre ouverte de 52 pages. Lettre qu'ils adressent au président Mobutu. Et suite à ça, le président Mobutu les arrête. Ils sont envoyés en relégation dans leur village d'origine. À leur libération, ils adressent une lettre au président Mobutu pour lui dire que, bon écoutez, nous avons voulu des transformations dans le cadre du parti-État. On n'a pas voulu, nous créons notre propre parti qui est l'UDPS. C'est comme ça qu'ils ont écrit cette lettre ouverte et sont organisés pour nous l'envoyer, nous qui étions à l'extérieur. Nous avons pris cette lettre en main et nous avons donné corps à l'UDPS en tant que parti. Statut, règlement intérieur, projet de société, logo et tout le reste. Nous avons fait tout ça pour que ici on ne puisse plus étouffer ça. Nous avons fait une grande campagne au niveau international. C'est comme ça que l'UDPS est parti. Du fait que nous, par rapport à tous les autres partis qui existaient, nous acceptions de payer le prix, la torture, tout le reste, pour que cette affaire ne s'éteigne pas. Et rapidement, on a eu gagné la confiance de la population, on a gagné la confiance dans la diaspora. Beaucoup de ceux que vous voyez aujourd'hui venir de la diaspora sont les enfants de ceux à qui nous avons fait parfois reconnaître les statuts de séjour en Belgique, en Europe, pour que, dans le cadre de l'UDPS. Donc, c'est comme ça que l'affaire est partie. Mais l'UDPS, c'était de grandes personnalités, c'était les Liaou, c'était les Kibasa, c'était les Birindois, c'était les Mwankiem, c'était les Pachi, c'était les Tshisekedi, c'était tout ce monde-là. Vous voyez un peu. Donc, ça veut dire que c'était la première expérience de cette nature. Le numéro 1 à l'époque, c'était Tshisekedi? Kibasa. C'était Kibasa. Kibasa était le président,
Et nous avions décidé que ce soit Kibasa, parce que Kibasa, il était... Mais comment se fait-il que c'est Étienne Tshisekedi, quand on voit UDPS, on voit Étienne non, le problème, on ne voit pas les autres? Non, je pense qu'il y a eu quelque part, il y a un élément qu'il faut introduire. Celui qui est vraiment l'origine de l'UDPS, c'est... Pas qui a créé, qui a l'origine, c'est Ngalula Mpanangile. C'est même le nom de UDPS, c'est Ngalula Mpanangile qui est l'origine. Et dans la situation du parti, il était le numéro 2 du parti. Maintenant, quand vous êtes dans un groupe, tout le monde ne mène pas le même combat. Étienne Tshisekedi menait le combat pour devenir président de la République. Parce qu'il avait été très proche de Mobutu, il était le numéro 2 de la République. Et quand vous êtes le numéro 2, il vous reste devenir quoi? Le numéro 1. Et c'est comme ça que même quand Mobutu a parlé en 1965, au moment du coup d'État, qu'il prend le pouvoir pour 5 ans, n'est-ce pas? Et au bout de 5 ans, il devait remettre au civil. Le civil qui était en position pour récupérer la situation, c'était Tshisekedi en tant que numéro 2 du régime, quelque part. Donc, maintenant, si Tshisekedi mène le combat pour devenir président de la République, un colonel ne mène pas le combat pour devenir président de la République. Nous menons, comme beaucoup d'autres, nous menons le combat pour des changements. N'est-ce pas? La logique et la dynamique. Vous voulez dire par là que Étienne Tshisekedi avait ses ambitions personnelles? Oui. Pour lui, ce qui comptait, c'est qu'il devienne président de la République. C'était d'abord ça. Et les autres, c'était pour le changement. C'était d'abord ça. Ouais. Les autres, on le fait en termes de parti. Je me souviens encore, l'un de ceux qui était à ce moment-là, le secrétaire national de relations extérieures, M. Naklé Makanda, bien que malade, mourant, je suis avec lui à l'hôpital Saint-Luc à Bruxelles. Il est solide dans 2-3 jours. Mais il se préoccupe de la manière dont nous devons organiser le parti pour pouvoir gagner. Vous voyez à quel point était la conscience, l'engagement politique. L'équipe Bassamaliba, la même chose. Ils sont battus jusqu'au bout. Maintenant, si vous ambitionnez de devenir président de la République, ça veut dire que les autres vous gênent. D'une manière ou d'une autre, vous devez les écarter. C'est comme ça que lorsque le parti a été reconnu, c'est devenu plus un combat de leadership qu'autre chose. C'est comme ça qu'on a cassé les structures qui étaient là, premier président, deuxième président, premier vice-président, deuxième et tout ça. On a cassé tout ça pour créer un directoire dans lequel Étienne Tshisekedi est entré. À ce moment-là, maintenant, cette première étape, la deuxième étape, c'était la création de l'UDPS orthodoxe, on n'en parle pas beaucoup, mais créé par Tshisekedi en 1995. Et par la suite, on a eu l'UDPS Tshisekedi. Mais dire l'UDPS Tshisekedi, c'est un non-sens, parce que l'UDPS Tshisekedi n'a pas son logo à part. L'UDPS Tshisekedi n'a pas un projet de société. L'UDPS Tshisekedi n'a pas une idéologie. Le parti s'appelle UDPS, un point, un trait, n'est-ce pas? Le reste, pour moi, c'est un peu de l'escroquerie politique. On essaie de l'égoïsme, on essaie de tirer à soi quelque chose qui appartient à une communauté bien donnée. Donc, à vous entendre parler, c'est comme si Étienne Tshisekedi n'a pas vraiment mené le combat pour le changement. Hein. Comme on nous fait croire, lui, c'était les ambitions qu'il devienne président de la République, puisque ça n'avait pas marché avec Mobutu à l'époque. Mobutu avait dit qu'il allait faire 5 ans. Et comme lui, il était en Europe, et après, Mobutu a changé. Pas en Europe, il était nommé ambassadeur au Maroc. D'accord, il était nommé ambassadeur au Maroc. Oui. Et quand il a remarqué que Mobutu avait changé son discours, il est revenu pour combattre Mobutu. C'est un peu ça. Oui, mais c'est un peu ça. Donc ça veut dire que pour lui, dans sa tête... Et pourtant, il a travaillé, non, bon, bien avant le discours de Mobutu à l'époque, hein, il était avec Mobutu. Mais Étienne Tshisekedi était le numéro 2 du régime. Il était le numéro 2. Et donc quand on est numéro 2, il ne reste plus qu'à devenir le numéro 1. N'est-ce pas? Ça, c'est une chose. Étienne Tshisekedi a apporté beaucoup à l'UDPS. Dans quel sens? Dans le sens, quand vous êtes dans un groupe, vous venez chacun avec votre tempérament. Vous avez des personnes qui sont des téméraires, c'est le cas de Tshisekedi, qui n'a peur de rien. Vous avez des diplomates comme Ngalola, vous avez des tribuns comme Kibasa, vous avez des financiers comme Birindwa, vous avez des intellectuels comme Liaou. Vincent Mwakem, troisième vice-président. Donc vous voyez un peu, tout ça fait que l'UDPS se fait mobiliser dans toutes les catégories sociales, mais aussi vous voyez très bien les 4 premiers viennent des 4 zones linguistiques du pays. Ça veut dire que on peut rassembler dans toutes les provinces du pays sans problème. Parce qu'on avait. Et puis c'était des élus pour la plupart, vous voyez. Donc voilà la force. Maintenant, dès lors que
problème devient un combat de chef pour devenir président. Alors vous gâchez tout parce qu'à ce moment-là, on quitte de l'organisation du parti politique à un mouvement de soutien. En fin de compte, l'UDPS c'était devenu un mouvement de soutien à Etienne Tshisekedi. Alors quand il devient un mouvement de soutien à Etienne Tshisekedi, ça devient UDPS Tshisekedi, ça veut dire que vos lois, vos textes ne comptent pas. Ce qui compte, c'est la parole du Tshisekedi. La parole de Tshisekedi. À partir de ce moment-là, il peut changer de statut comme il veut, il peut décider ce qu'il veut. Mettons avec les combattants là, à la 10e rue, c'était Tshisekedi, c'est Tshisekedi, quand Tshisekedi donne un mot d'ordre, c'est comme ça, on suivait Tshisekedi. C'est ça. Et les autres là, oui, mais c'est ça que... On les a tous oubliés. Oui, d'accord. Les cofondateurs, comme oui, les autres. C'est la vérité. Mais quel est le résultat? Quelle a été la conséquence de tout cela sur les conditions de vie des Congolais? Parce que la raison d'être de l'UDPS, c'est Union pour la démocratie et le progrès social. Progrès social du peuple congolais. Du peuple congolais. Alors, mais alors à quoi ça a servi? Parce que l'objectif, ce n'était pas... Kibasa n'a pas dit qu'il voulait être candidat, il n'est pas président de la République. Mouaké, on n'a pas dit, Ngabla n'a pas dit, Bélindo n'a pas dit, Mouaké, on n'a pas dit. On voulait changer les conditions de vie du peuple congolais. Pour ça, vous avez une organisation. Avec Mobutu, vous n'avez pas pu comment changer les conditions sociales des Congolais, des Aïrois à l'époque. Oui. Vous avez combattu Mobutu. Oui. Et puis après, Mobutu est parti. Il y a eu Laurent Désiré Kabila, et Kabila le fils. L'UDPS, quelque part, a échoué. Mais c'est-à-dire, oui. Dans le sens que... Aujourd'hui au pouvoir... Oui, mais l'UDPS n'est pas au pouvoir, madame. Je ne sais pas combien de fois je dois le répéter, combien de fois je peux expliquer ça. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est président de la République. Il a réuni autour de lui ceux que lui il estimait doit mettre là-bas. Et ceux qui... Nous savons comment ça fonctionne. Vous devez être là-bas, si vous n'êtes pas très fort, les Blancs là vous imposent des gens. Prends un tel, prends un tel, prends un tel, prends un tel. Et ceux que vous prenez là, bien souvent, ce sont des agents de service de renseignement. C'est l'impression que nous avons. Avec une petite expérience, c'est un peu comment ça fonctionne. La CIA vous dit prenez celui-là, prenez celui-ci. La DGC française vous dit prenez celui-ci, prenez celui-là. Les Belges prenez celui-ci, et on va vous soutenir. Oui, ils vous soutiennent, mais vous êtes prisonniers. Vous ne savez pas poser des actes que vous souhaitez. Et tout ce que vous faites, ils sont immédiatement informés. Alors que notre stratégie était laquelle? Avoir un grand parti suffisamment fort, suffisamment puissant pour que nous puissions nous imposer, faire ce que nous pensons être bon pour notre pays. Nous ne sommes toujours pas souverains alors. Nous sommes pas, un pays souverain. Moi j'ai l'impression que nous avons même reculé. Parce qu'avec Kabila vers la fin, nous avions fait un pas important sur la voie de la souveraineté. Comment? Kabila, comment ça? Vers la fin, nous avons fait... C'est Kabila qui a détruit ces pays pendant 18 ans, il n'a rien fait du tout. Bon, moi j'ai dit... fait un pas... Mais nous sommes en démocratie, non? Moi j'ai dit que vers la fin, en tout cas, dans son dernier mandat, Kabila a fait... Par rapport à cette passation pacifique? Notamment, je pense que Kabila a fait un grand effort. Nous avons connu une grande évolution sur la voie de la préservation des intérêts du Congo, sur la voie de la souveraineté. Comment? Les élections que nous avons connues dans ce pays, les élections, nous avons financé nous-mêmes. Or, nous savons tous que quand l'homme blanc intervient pour financer vos élections, il vous impose des conditions. Vous devez nommer un tel, vous devez mettre un tel, vous devez prendre un tel. Et nous devons ça parce que ce n'est pas gratuit. Non, jamais rien pour rien. Ça, c'est un. Nous avons un code minier. Joseph Kabila s'est opposé à cette grande multinationale qui sont venus ici pour que nous puissions promulguer le code minier. Il a promulgué le code minier. Les gens, à mon avis, on n'a pas suffisamment vulgarisé le code minier. Mais c'est un instrument très important dans notre politique économique pour un pays minier comme la RDC. Joseph Kabila a empêché que les Européens viennent superviser les élections comme observateurs. Ça veut dire quand ils viennent, généralement dans leur mallette, là, ils ont déjà leurs résultats. Ils ont leurs médias, France Inter, France RFI, France 24. Les élections n'ont jamais été crédibles? S'il vous plaît? Les élections. Non, je veux dire que quand ils viennent, c'est pour publier les résultats qu'ils veulent. Ils vont imposer. Mais c'est ça. Pour quelle raison?
Dans un pays comme la RDC, on ne se rend pas compte, madame, la grandeur de la RDC. Si vous prenez le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Suisse, le Luxembourg, tous ces pays les mis ensemble, c'est plus petit que la RDC, notre pays. C'est immense. Nous n'avons pas de route, nous n'avons pas de courant électrique, nous n'avons pas tout ça. Ça veut dire que les résultats seront le fruit de ceux qui contrôlent le processus électoral. Et qui contrôle le processus, c'est celui qui finance. Et donc c'est comme ça que l'homme blanc impose ces gens. C'est ça. Voilà. Avec Kabila refusé. Voilà. Et maintenant il a refusé, il dit pas question. Et il y a eu le contrat chinois. Les Congolais ne réalisent pas non plus ce que ça veut dire. Ça veut dire que pour la première fois dans notre pays, nous utilisons nos minéraux pour financer nos infrastructures, notre développement. Avant, le blanc vous donne de l'argent et vous devez payer les intérêts là-dessus. Et au bout de compte, vous vous retrouvez avec des dettes colossales et le blanc donne son argent, il dit c'est pour faire ça. Avec les Chinois, nous sommes disponibles. Vous dites ce que vous voulez faire, nous exploitons ensemble les minéraux, nous vous payons votre part, nous nous remboursons, nous payons notre part et nous réalisons ce que vous voulez. Les tracés de route, c'est vous qui les faites. Vos priorités, c'est vous qui les faites. Donc ça veut dire que le plus avantageux des contrats. Et Kabila a signé ça. Le fait d'avoir signé ça, les Blancs se sont mobilisés contre. Et ils ont utilisé des Congolais. Donc je dois dire qu'objectivement, en tant que patriote congolais, il y a la matière à progrès pour notre pays. Donc, quelles que soient les faiblesses, mais l'avenue, et puis nous avons connu pour la première fois une passation pacifique du pays d'Ivoire. C'est-à-dire que jusqu'à Félix Tshisekedi arrive, il est dans une situation nettement meilleure parce qu'il y a un pays qui est gouverné, il prend le pouvoir. Un membre de l'UDPS parlait comme ça de Kabila. Mais c'est exceptionnel. Je parle de mon pays. Je ne parle pas de Kabila, je parle de mon pays. Le code minier, c'est très important pour notre pays. Mais oui, c'est très important pour notre pays. Les élections que nous avons financer nous-mêmes, oui, c'est ce que nous avons toujours voulu. Les contrats chinois, c'est ce que nous avons toujours voulu. Maintenant, je vais... Les membres de l'UDPS, ce sont des opposants. Maintenant, je vais commencer à dire que non, c'est mauvais parce que c'est Kabila. Je ne peux pas dire ça. En tant que patriote, je n'ai pas le droit de dire ça. Parce que si je dis ça, ça veut dire que je desserre mon pays. Je ne peux pas faire ça. Ça veut dire que je vais contre les intérêts du peuple congolais et que je ne pratique pas le peuple d'abord. D'accord. Revenons un peu à l'UDPS. Vous êtes un ancien de l'UDPS. Je ne suis pas un ancien, je suis de l'UDPS. Je suis cofondateur de l'UDPS. L'UDPS, c'est parti, ne fait que traverser des tempêtes. Quel est le témoignage que vous avez des différentes tempêtes connues par l'UDPS? Mais ce que nous connaissons, notamment aujourd'hui, c'est ça fait très mal, ça fait trop mal. Puisque ça veut dire que ceux qui dirigent le parti ne savent pas ce que c'est qu'un parti politique. Ah bon? Mais c'est ça. Un parti politique, c'est une... Pourquoi certains observateurs disent que non, l'UDPS, c'est un mouvement de pression, c'est un mouvement citoyen, c'est pas un parti politique. Mais un parti politique, ça s'organise. Un parti politique, ça a des statuts. Un parti politique, ça a des structures. Un parti politique, ça tient des congrès, des conclaves, des séminaires, parce qu'il faut former, des matinées politiques, parce qu'il faut éduquer, ainsi de suite. Quand est-ce que le DPS a tenu un congrès? Est-ce qu'il est concevable dans un parti politique, que vous ayez un président de la République qui vient de vos rangs, vous n'avez jamais tenu de congrès? Alors que c'est avec le congrès, vous devez mobiliser pour voir un peu comment vous pouvez le soutenir là où il est. Vous ne le faites pas, alors encore vous êtes un parti. M. Félix Tshisekedi devient président de la République, il prend un papier qu'il appelle mandat spécial, il nomme Kabound. Pendant que nous avons des statuts, et Kabound prend aussi notre papier, il nomme Kabou secrétaire général, pendant que nous avons des statuts. Alors à partir de ce moment-là, vous voulez que ça fonctionne comment? Ça ne peut que forer. Pour moi, c'était même une action délibérée pour étouffer, bloquer l'UDPS. Mais quand on bloque l'UDPS, le seul parti politique dans ce pays, que vous trouvez au trois coins du pays, que vous trouvez dans la diaspora, capable de mobiliser, si vous tuez l'UDPS, il reste quoi? Avec quoi vous allez apporter les changements nécessaires? Parce qu'apporter les changements, ça veut dire que vous avez en face de vous des gens qui font... Il n'est pas encore mort. Après la mort d'Étienne Tshisekedi, il y a un désordre. Mais moi, j'avais reproché à Étienne Tshisekedi le fait d'accepter de tolérer que tout soit concentré sur lui. Parce que je lui ai dit que... Moi, je l'ai écrit, j'ai écrit à maintes reprises, je l'ai dit. Étienne Tshisekedi n'est qu'un être de chair et de sang. Il peut tomber malade et mourir. L'UDPS, c'est une organisation.
pour que l'organisation continue à vivre, il faut qu'elle soit organisée. Excusez la tautologie, il faut qu'elle soit organisée. Il faut des structures, il faut des congrès, il faut des séminaires, il faut des conclaves, il faut tout ça. Or, ici, le mouvement est devenu un mouvement de soutien à Tshisekedi. Mais si le DPS se transforme en mouvement de soutien à Tshisekedi, le jour où Tshisekedi n'est plus là, il reste quoi? Fini. Donc, il faut, maintenant, nous avons une chance d'avoir un de notre président de la République, quelle que soit la situation. La logique, logiquement, ce que j'appelle l'option d'intelligence, aurait voulu que, qu'ils battent le rappel des troupes de l'UDPS, que ce soit avec eux, même, et qu'on voit, et qu'on voit parler d'abord mon congrès pour voir un peu qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Et dans le plus bref délai, organiser un congrès de refondation même pour réorganiser le parti, le restructurer et réfléchir sur l'idéologie. Kabouya, Kaboun est parti, il a été désavoué. Vous le savez, Kabouya ne dirige pas bien le parti, mais qui sera maintenant le président. Mais ils ne sont pas, je ne crois pas du tout, madame. Je ne crois pas du tout, madame, que si le DPS avait tenu un congrès dans les règles de l'art, ni Kabound, ni Kabouya ne seraient devenus président ou secrétaire général. Parce que dans l'UDPS, vous avez de plus grandes valeurs, de plus grandes... C'est Kabouya et Kaboun qui ont tué l'UDPS. Mais ce n'est pas de leur faute, c'est la faute de celui qui les a nommés. C'est la faute de Félix Tshisekedi. Mais celui qui les a nommés, celui qui assume la responsabilité, que l'UDPS risque de mourir à cause de ça. Parce que le parti politique n'est pas une propriété ni de Tshisekedi ni de qui que ce soit. Donc, vous faites un congrès, vous êtes en position, vous avez fait un congrès, les gens viennent et c'est leur parti. L'UDPS appartient à toutes ces victimes, des gens qui ont été torturés, qui ont marché, qui ont avalé le gaz, la lacrymogène et tout le reste. C'est leur parti. Les combattants là, c'est leur parti là-bas, c'est leur parti. Vous faites un rappel de troupes, les gens se retrouvent, se réunissent et décident que c'est maman Nicole que nous voulons à la tête du parti. Et celui-là prend parce qu'ils l'ont choisi. Mais ici, qui a choisi Kaboun comme président? Qui a choisi Kabouya comme secrétaire général? Qui aurait pu le choisir? Mais à ce moment-là, ça ne peut pas fonctionner. C'est pour ça que le DPS est bloqué. Maintenant, si le DPS est bloqué, le seul parti qui peut faire le poids d'affronter est bloqué. Si le FCKSAB est cassé, si vous avez l'Union sacrée, vous avez... Alors il reste quoi? Vous allez faire quoi? Alors les Blancs se jouent de nous, vous imposent leur volonté, vous imposent des hommes, vous imposent des directions. C'est tout à fait contraire à notre combat. Mais cette fois, le parti se débarrasse de son président, Jean-Marc Kabound. Le parti peut-il survivre après une telle... Mais absolument, ce n'est pas un problème. Convoquez le congrès du parti. Convoquez un conclave de 4 d'abord. Par 4, moi j'entends tous ceux qui ont assumé des responsabilités au sein du parti, qui se retrouvent pendant quelques jours, n'est-ce pas? Même si au premier jour ils vont s'insulter ou quoi que ce soit, peu importe, mais qu'ils arrivent à un compromis. Après ça, parce que vous ne parlez directement au congrès, avec tout ce qui s'est passé. Aller au conclave pour préparer le congrès justement. Et là maintenant, convoquer le congrès, se retrouver et voir, adopter un nouveau statut d'abord et voir comment nous organiser. Et alors, ceux qui ont l'ambition de devenir président posent leur candidature et ceux qui méritent vont l'être. Et puisque ce seraient des personnes choisies dans un congrès, ce serait une autre dynamique et le parti peut reprendre. Je pense que nous restons, quand nous regardons le parcours, le parti politique, le seul qui a pu démontrer que les membres étaient prêts à se sacrifier, à sacrifier leur vie pour la cause. L'UDPS, quand ils organisaient des marches, ne payaient pas. Les gens quittaient Kimansé, quittaient Ndili là-bas, quittaient... Même les journalistes, l'UDPS n'a jamais payé les journalistes. Oui, ne payaient pas, mais ils venaient... Mais absolument, Les gens venaient à pied même, Kinsuka à pied jusqu'ici. Ça veut dire que vous avez cette force-là, cette capacité-là. Ces personnes voulaient les changements, par les changements. Parce qu'ils voulaient le changement et parce que l'UDPS leur promettait le changement. Et je pense qu'ils n'avaient pas tort. Ils n'avaient pas tort, tous ces gens. Je pense qu'il y a eu déviation par rapport au combat. Je pense qu'il n'est pas trop tard. Je pense qu'il est possible encore. Etienne Félix Tshisekedi a un mandat de 5 ans. 3 ans sont perdus. 3 ans ont été perdus. La dernière année, là, il ne faut pas tellement compter de susciter électoral. Il reste 16 ans, cette année. Si à un moment donné, il prend un peu conscience, même pendant qu'il dort, il se rend compte que je porte sur mes épaules les sacrifices de dizaines de milliers de Congolais qui ont souffert dans ce pays.
parce qu'ils voulaient le changement. Et ils ont payé le prix, alors ils doivent se raviser, demander, donner les moyens, il peut le faire, il en a. Et tous ceux qui sont au gouvernement là, et au Parlement, ils peuvent donner l'argent pour ça, pour qu'on batte le rappel de troupes, qu'on se retrouve. Pour moi, il faut que avant le décembre de cette année, qu'on réfléchisse ensemble sur 2 ou 3 actions importantes que nous pouvons poser avec tous ces anciens pour que le peuple réalise que oui, effectivement, ce qui s'est passé jusqu'à présent, ce n'était pas l'action de l'UDPS. L'UDPS est là. Même quand il y a eu le FCCH, nous avons dit, oui, c'est vrai, le FCC a beaucoup plus de députés que nous. C'est vrai. Mais la politique, ce n'est pas question de nombre, ce n'est pas mathématique. Ça dépend de notre discours, de ce que nous représentons, de ce que nous incarnons. Si nous continuons notre combat, la population nous fera plus confiance que les autres. Ou tout au moins, nous mettrons ensemble. Et avec ça, nous avons une majorité au Parlement. Nous pouvons faire voter des réformes qui peuvent effectivement, et il y en a, qui peuvent effectivement changer les conditions de vie des Congolais. Bien, alors nous parlons là des tempêtes. Hein. Je peux dire que ça fait partie des tempêtes, hein, parce que les partis vraiment traversent des tempêtes. Vous êtes la première génération de l'UDPS et vous avez quitté l'UDPS à l'époque. Jamais, jamais. Vous n'avez jamais quitté l'UDPS avec Biringo? Je vais quitter l'UDPS pour aller où, madame? Ça fait partie des tempêtes. Hein, je vous répète. Vous avez quitté l'UDPS à l'époque. Je vous rappelle, madame. Premier ministre à l'époque, vous étiez ministre du plan. Je vous rappelle. Avec un parti politique, c'est une idéologie. Un parti politique, ce sont des valeurs. Un parti politique, c'est un programme, n'est-ce pas? Malheureusement, dans notre pays, par défaut, par imitation du MPR, l'MPR c'est Mobutu. Et chez nous, le parti politique devient Mobutu. Mais Mobutu vous a débauché. Je veux dire, c'est Tshisekedi qui est resté, madame, resté au front. Madame, si vous l'ignorez, vous avez quitté. Madame, si vous l'ignorez, je vais vous le dire. Si vous ignorez, je vais vous le dire. Allez-y. J'étais représentant du DPS en Belgique. Le président Mobutu a envoyé ses ambassadeurs. Je vous le dis, oui, mais bon, ce n'est pas une défense. Et notre rapport à l'UDPS est reconnu par tout le monde. Nous avons fait énormément. Le président Mobutu a envoyé des ambassadeurs. Kim Boulou qui était à Bruxelles. Mbaya, celui qui était en Allemagne, celui qui est décédé ici, qui était député ici, là, qui était au MLC. Tous ces gens sont venus au nom de Mobutu me faire des propositions d'argent. Il dit, je n'ai pas besoin de votre argent. Quand Mobutu a vu ça, il est allé plus loin. Il a envoyé ces gens aller prendre mon père biologique, mon propre père, à l'intérieur là-bas, jusqu'en Europe, avec quelqu'un avec un carnet de chèques à côté pour dire que, dites oui. Et vous avez dit oui. Et j'ai dit non. Et ils sont rentrés. Il y a des témoins pour ça. Quand j'ai dit, dites au président Mobutu qu'il reconnaisse l'UDPS, je vais rentrer, je n'ai pas besoin de son argent. Quand Mobutu a reconnu l'UDPS en 1990, madame, janvier 1991, je suis rentré ici, pour la première fois après 27 ans. Et quand je suis... Comment Mobutu a reconnu l'UDPS en 1990? Oui. Là, c'était officiel, mais non pas à l'époque. Maintenant, c'est officiel. Oui. Parce que nous avions dit que s'il reconnaît l'UDPS... Même le ministère de l'Intérieur? Mais c'était officiel. Il a dit, puisque là, il a reconnu l'UDPS. Et on nous avait promis que... Le ministère de l'Intérieur également? Comment ça? Avait reconnu... Mais oui, c'était officiel, c'était officiel. Mais comme j'avais dit que je m'étais engagé, j'avais dit que dites-lui que s'il reconnaît l'UDPS, je rentre. Parce qu'il voulait que je rentre à ce moment-là. Parce qu'il y a des gens qui disent que l'UDPS est reconnu seulement en 2016 ici. Non. Depuis tous ces temps, l'UDPS est un mouvement de pression. Non. Je donne ce détail parce que c'est important pour éviter les confusions de la corruption et tout ça. Oui. Et quand je suis rentré, je suis arrivé ici, en janvier 1991, comme j'avais promis. Le lendemain de mon arrivée, le président Mobutu a dépêché auprès de moi M. Goga, qui était le patron du SNIP à l'époque, pour me chercher. Goga est venu. J'étais dans la commune de Kinshasa, ici dans la famille. Et Goga m'a dit que le marshal devait vous voir. Alors, moi, je viens d'arriver ici après toute la dictature. Pour moi, c'était fini, c'était la fin. Il m'a dit, je vais voir demain à 17h. Le lendemain, à 16h, il est venu me prendre. Nous sommes partis à Ncélé. Et on s'est vu avec Mobutu pour la première fois, pour parler. Parce qu'en Europe, on s'était vu mais en confrontation avec les manifestations. J'étais à la tête des manifestants. Et il a voulu que j'entre au gouvernement. J'abrège, hein? Il a voulu que j'entre au gouvernement. Je lui ai dit non, moi je viens d'arriver et je ne peux pas entrer au gouvernement maintenant. Mais au finish, j'insiste. Il a insisté
J'ai dit non. Quand je suis reparti, je suis entré à la maison. Et 2-3 jours après, on annonce la sortie du gouvernement de Moulo Baloukochi. Et on m'informe que mon nom est sur la liste. J'ai pris l'avion. Quel avion? L'avion de Sibé Zahir. Qui était le patron? Jean-Pierre Mbemba. Il était à la chose à Kingabo là-bas. Je suis allé lui demander de me trouver coûte une place à bord de l'avion. Il a dit que tu es déjà plein. Moi, je dis, vous débrouillez, vous débarquez quelqu'un, mais moi, je dois quitter le pays aujourd'hui. J'ai insisté, il m'a dit, bon, soyez à l'aéroport. Je suis à l'aéroport, on a débarqué quelqu'un, je suis monté de l'avion et je suis parti. C'est comme ça que mon nom n'est pas sorti. Quand je suis revenu 5-6 mois plus tard ici, on est venu me chercher encore une fois par M. Beye, je me souviens bien, pour me dire que le marshal veut vous voir. Il veut me voir où ça? Il dit à Mbandaka. C'est près de matin, on vous prend. Le lendemain, on m'a pris, je suis parti à Mbandaka. J'ai vu le maréchal. Il est revenu à la charge. Refusé, n'est-ce pas? J'ai refusé. Et il fallait oser refuser à ce moment-là. Et puis, je suis revenu. J'avais mes activités, j'avais monté un bureau de la presse ici en ville. J'ai commencé à travailler. Et beaucoup de journaux venaient travailler chez moi. J'avais un bureau qui fonctionnait 24 heures sur 24. Et je suis rentré en Belgique. Quand je reviens encore, on vient me chercher. Le marshal vient vous voir. Il est où le marshal? Il me dit qu'il est à Badolité. Soyez près demain matin, on vous prend, on vous amène à Bado. Le lendemain, il est venu me prendre, moi, maintenant à Badolité. Et j'ai passé la nuit. J'ai passé la nuit chez Albert Moleka ici. La famille Moleka, vous pouvez poser la question. J'ai passé la nuit chez Albert Moleka. Le président Mobutu voulait se rendre dans le gouvernement. J'avais refusé, n'est-ce pas? Il fallait refuser. Vous êtes jeune, imaginez l'âge que j'ai, vous retirez 30 ans de tout cela et vous refusez les offres. On vous envoie votre père, propre père, pour vous garantir. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Vous êtes devenu ministre du plan. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis devenu ministre en 1993. Ça s'appelle la conférence nationale, après le conclave et tout ça. C'est Birinda, moi j'étais en Europe, mon épouse devait s'accoucher. Et Birinda m'a appelé pour me dire que voilà, il vient d'être désigné Premier ministre dans le cadre du conclave. Il a besoin d'autres personnes, de personnalités de l'UDPS par rapport à la mission qui lui a été confiée. Birinda était toujours dans l'UDPS ou il avait quitté? Birinda n'a jamais quitté l'UDPS. On ne quitte jamais l'UDPS. Votre problème, c'est quoi? Votre problème, c'est que vous confondez être de l'UDPS et être pour vous être de l'UDPS, c'est être de... On ne quitte jamais l'UDPS. Mais si vous n'êtes plus actif, est-ce qu'il y a non, mais est-ce qu'il y a un meilleur parti? Je vous pose la question. Je vous réponds, madame. Est-ce qu'il y a un meilleur parti dans ce pays que l'UDPS? Ça n'existe pas. Il n'y a aucun. Non, il n'y a pas de parti qui a mené le combat comme. Je vous dis, je vais répondre aussi pour ça. Il n'y a aucun. Je vais aller. Il n'y a aucun parti politique dans ce pays qui a le parcours de l'UDPS, madame. Vous vous rendez compte, on vous prend, on vous torture, on vous met ici à la Circo, ici, on vous relâche, vous dites que vous êtes de l'UDPS. Je profite pour saluer mon frère Bijan Noumoutounda qui est de l'UDPS qui est passé aujourd'hui, mais l'homme qu'on a fait souffrir, on le relâche, il dit moi je suis de l'UDPS. Oui, ils sont de milliers. Mais après. Non. Je vous dis. Non. Alors, Birinda m'a dit. Birinda me dit j'ai besoin de personnalités de l'UDPS, des noms de l'UDPS pour crédibiliser l'action que nous avons à faire. Je m'a désigné Premier ministre pour informer un gouvernement avec 2 missions. 1. Mettre fin au dédoublement des institutions. 2. Mettre fin à l'époque, c'était les bindochèques, les fermetures de banques et tout ça. Alors, pour que je puisse être crédible, j'ai besoin de vous. Moi, je suis rentré, et spécialement pour ça, et maintenant, je suis entré au gouvernement. Les 2 missions que nous avons réussi. Nous avons organisé le conclave ici au Palais du Peuple. 1993. 93, oui, 94. Hein. Nous avons organisé ça, le Palais du Peuple, et puis avec ça, on a fait un protocole d'accord que tous les opposants de l'époque et la majorité ont signé, les Tchékédiens ont signé, l'équipe ont signé, et après ça, on a aussi sorti le franc congolais qui a fait qu'on a pu... Le nouveau Zaïre, pardon, on a rouvert les banques. La mission était accomplie, donc il n'y a pas de problème. Et au gouvernement de Birinda, madame, nous portions notre insigne de l'UDPS. Il y a eu un désaccord, parce que comme je reviens encore, on fait le point avec ce qui s'est passé, c'est que nous avions des personnalités comme Étienne Tshisekedi qui lui ambitionnait de devenir président. Par conséquent, tout ce qui est dialogue, pour lui, ça ne compte pas tant que ça n'aboutit pas contre Mobutu. Or, pour nous,
nous disons, nous ne faisons pas la guerre contre Mobutu. Nous voulons qu'il y ait des changements. Si des changements viennent dans le pays, nous sommes d'accord. Ça reste valable aujourd'hui. C'est pour ça que moi, je ne dégraine pas la guerre, le glaive contre Kabila, Joseph Kabila. J'ai dit, quels sont les actes positifs qui sont posés? Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons ajouter à ces actes-là d'autres actes pour que les conditions de vie des Congolais changent et s'améliorent? Ministre du Plan à l'époque, mais qu'est-ce que vous avez apporté en tant que ministre du Plan? Mais j'étais ministre du Plan, j'ai joué mon... Aujourd'hui, on voulait vous confier un poste, tout ça, mais on va quand même faire un... Comment est-ce qu'on dit? Un background. Le background. Qu'est-ce que vous avez apporté à l'époque? Qu'est-ce que vous avez changé quand vous étiez ministre? Je réponds. À l'UDPS, le profil que j'ai en tant que membre cofondateur, en tant que co-coordinateur des statuts du projet de société de l'UDPS, le concepteur de l'EGO, j'étais représentant à l'extérieur pendant des années. J'étais au gouvernement, j'étais au Parlement de transition HRPT. Je pense que je peux apporter, j'ai accumulé un bagage politique et une expérience qui peut servir. Un ministre n'est pas... Mais à l'époque, vous n'avez rien changé dans les faits. Non, mais un ministre, nous avions une mission, cette mission nous l'avons compris. Un gouvernement, c'est un tout, n'est-ce pas? On parle de la solidarité gouvernementale. Vous travaillez, vous assumez ce que vous faites. Au conseil, vous apportez votre part, chacun apporte sa part. Et ce qui compte, c'est ce que vous avez décidé. La mission que vous avez confiée, nous l'avons exécutée, c'est-à-dire que nous avons organisé la réunification des institutions, nous avons fait les francs congolais, nous étions prêts pour les élections, l'argent manquait. C'est comme ça que, en fin de compte, l'AFDL est entrée, c'est l'AFDL qui a stoppé le processus parce que nous étions en manque de moyens et en fin de compte, pendant que nous étions en manque de moyens pour que ces élections, on était en l'air. Et comme nous avions fait adopter une nouvelle constitution pour la Troisième République que les Blancs ne voulaient pas, et parce que ça ne nous arrangeait pas, on a mobilisé le Rwanda et l'Ouganda pour venir récupérer la situation. C'est comme ça qu'on a interrompu le processus. Mais on était bien amorcé, bien engagé. Merci beaucoup. Merci en tout cas de répondre à nos questions. Cette émission est terminée, mesdames et messieurs. Je rappelle que j'avais reçu pour vous aujourd'hui Monsieur Corneille Moulumba, un des cofondateurs de l'UDPS. Cette émission est terminée. Nous remercions également Madame Zozo pour ce beau cadre, le cadre de son restaurant Z-Bio qui nous a reçus pour tourner cette émission. En tout cas, un coucou à l'honorable Daniel Safou. En tout cas, merci de nous avoir suivis, mais venez quand même visiter, venez visiter ces beaux cadres. Leur spécialité, c'est la bonne cuisine congolaise. Donc, si vous avez des temps, passez. Donc, voilà. Alors, merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. Au revoir et à la prochaine. En tout cas, merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu, Nicole.